Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jordan, vous êtes sur ma chaîne Olé Jojo. Aujourd'hui cette vidéo est faite dans le but de parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, celle qui aura lieu au Qatar en fin d'année, en novembre et en décembre. On va un peu discuter, on va voir les groupes ensemble et ensuite on va discuter de quelle équipe est favorite dans quel groupe. Et je vais aussi vous donner mon groupe de la mort, mes groupes de la mort, parce que dans ce cas-ci, il y en a quand même plusieurs. Donc, commençons par le groupe A. Le groupe A qui contient le Qatar, les pays organisateurs évidemment, l'Équateur, le Sénégal et également les Pays-Bas. Je trouve que c'est c'est un groupe assez relevé parce qu'il y a quand même le Sénégal qui est champion d'Afrique, le Sénégal qui a fait une excellente campagne, qui a notamment éliminé l'Égypte par 2 fois en finale de la Coupe d'Afrique, mais aussi pour se qualifier justement pour la Coupe du Monde. Il y a aussi l'équipe des Pays-Bas, les Pays-Bas qui est une équipe en reconstruction. Ils ont évidemment une défense très solide avec Mathis de Ligt, mais évidemment l'inévitable Virgil van Dijk, qui je pense que est l'identité de cette équipe des Pays-Bas. C'est le pilier de cette équipe des Pays-Bas, parce que notamment on peut le voir, hein, son absence à l'Euro dernier a pesé sur cette équipe des Pays-Bas. Maintenant, qui va terminer premier? Moi, je vois quand même le Sénégal et les Pays-Bas passer. Je pense que le Qatar va rentrer dès le premier tour. Pourquoi? Parce que le Sénégal est dans une bonne dynamique. Le Sénégal, c'est quand même un effectif très solide qui contient Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly, Bonassar, Abdou Diallo et évidemment Edouard Mendy et l'inévitable Sadio Mané. Donc quand même une structure, une ossature très solide. Ils ont d'excellents joueurs, notamment en Première Ligue. Il y a aussi Chico Kouyaté et Ismail Assar notamment. Et de l'autre côté, je vois quand même des Pays-Bas qui seront capables de renaître parce qu'eux aussi ils sont dans une bonne dynamique. Les Pays-Bas, c'est aussi l'Ajax d'Amsterdam, le PSV Eindhoven. Mais j'insiste surtout sur l'Ajax d'Amsterdam parce que c'est mon équipe préférée. J'insiste aussi sur les Pays-Bas parce qu'il y a Johan Cruyff qui est mon joueur préféré, toute histoire confondue. Et donc, je pense que cette équipe des Pays-Bas va pouvoir, je les vois quand même battre le Qatar, je les vois quand même battre l'Équateur, surtout justement avec cette génération-là de l'Ajax il y a Donny van de Beek, il y a notamment Frenkie de Jong, il y a aussi Luc de Jong. Donc je trouve que les Pays-Bas, c'est quand même un mélange entre l'expérience côté Van Dijk et la jeunesse. Si on voit quelqu'un comme de Jong, c'est vrai qu'actuellement il est au Barça. Mais au niveau des Pays-Bas, il y a aussi le numéro 8 de l'Ajax que j'aime beaucoup, Gravenberg, qui est vraiment aussi, il fait du bon boulot, très polyvalent. Donc pour le groupe A, je vois quand même Sénégal premier. Je pense qu'il y a quand même moyen d'aller chercher cette première place. Pays-Bas deuxième, Qatar troisième et Équateur quatrième. Parce que justement, l'Équateur, je pense que de ce groupe-là, il a l'effectif peut-être le plus faible. Parce que rappelons quand même, le Qatar, c'est le champion, c'est le récent champion d'Asie, si je ne me trompe pas. Mais je sais qu'ils ont récemment gagné la Coupe d'Asie. Mais c'est surtout le pays hôte. Ils ont le public en leur faveur. Mais voilà, je pense que voilà, quand même, le Sénégal, les Pays-Bas auront quand même le moyen de passer cette phase de poule. Groupe B maintenant. Il y a l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis, soit le Pays de Galles, l'Ukraine ou encore l'Écosse. Donc pour le groupe B, je vois évidemment déjà l'Angleterre passer premier. Pour la régularité que l'Angleterre a sur ces dernières années. C'est quand même les demi-finalistes de la Coupe du Monde 2018. Ils sont aussi les finalistes notamment de l'Euro. Donc, ils ont aussi une excellente génération. L'Angleterre, c'est Jordan Pickford dans les buts, Harry Maguire en défense, John Stone. Bon, même si Harry Maguire est un peu moyen, mais je l'aime bien avec la sélection anglaise. Sur les côtés, ils ont, notamment au poste de latéral, ils ont une panoplie de joueurs. Tu peux avoir Ben Chilwell, tu peux avoir Alexander Arnold, Luke Shaw, Kyle Walker, donc du très haut niveau. Mais ce qui m'intéresse surtout au niveau de l'Angleterre, c'est le milieu de terrain. Il y a Raheem Sterling, il y a Jude Bellingham, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Mason Mount, et peut-être j'en oublie certains, Emile
Smith-Rowe, si je ne me trompe pas, James Madison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prétendre au poste de milieu de terrain. Il faudrait juste voir comment Gareth Southgate organise tout ça, mais clairement pour leur effectif, pour leur régularité aussi. Je pense qu'au niveau Angleterre, la sauce commence à prendre. Je pense aussi qu'au niveau Angleterre, les espoirs qu'on avait en cette sélection anglaise commencent un peu à se concrétiser. Donc pour moi, l'Angleterre, je les vois évidemment au minimum une équipe de demi-finalistes. Donc je pense que pour ça, ce groupe-là est largement à leur portée. Il y a l'équipe d'Iran. L'équipe d'Iran que franchement, c'est aussi une équipe qui me plaît beaucoup. Parce que justement, elle a eu cette capacité-là en 2018, notamment à battre le Maroc, à faire nul avec le Portugal et oui, à s'incliner face à l'Espagne, mais sur un score de 1 but si je ne me trompe pas. Donc vraiment, l'Iran aussi, et même en 2014, hein, ils sont passés près de faire match nul face à l'Argentine. Donc l'Iran, c'est quand même cette équipe-là qui peut poser des problèmes à des cadors, notamment l'Angleterre justement. Ce qui fait que moi, je trouve quand même que ce groupe-ci, le groupe B, c'est peut-être un groupe de la mort. Pourquoi? Je vais y revenir justement avec les États-Unis. Les États-Unis de Christian Pulisic, mais aussi de Zach Steffen, le gardien, Tyler Adams, euh, Weston McKennie, Sergio Dest, Timothée Weah, Giovanni Reina. Donc, les États-Unis qui ont quand même un bon vivier en soi. Ils ont notamment beaucoup de joueurs qui sont passés par l'Allemagne, justement. Ce qui fait que, et le point aussi que je vais rester sur les États-Unis, c'est que c'était une équipe, elle n'était pas là à la dernière Coupe du Monde, donc c'est une équipe qui est en train de renaître un petit peu de ses cendres avec justement la force de la jeunesse. Donc, personnellement, j'ai aussi un petit fait pour cette équipe des États-Unis. Mais je sais pas qui va terminer en deuxième place entre les États-Unis, l'Iran ou bien, donc là, ce soit le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Bon, c'est sûr que des trois là, je vois quand même que l'Ukraine est un peu plus relevée. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, c'est l'équipe notamment si je ne me trompe pas, Yarmolenko et Shevchenko. Non, pas Shevchenko. Zinchenko. Shevchenko, en fait, c'était l'ancien sélectionneur. Il a même gagné le Ballon d'Or, donc c'est une légende en Ukraine. Mais actuellement, c'est Zinchenko. Donc, je trouve que par rapport au Pays de Galles et à l'Écosse, je crois que l'Ukraine est un petit peu au-dessus, notamment avec l'Euro qu'ils ont fait. Ils arrivent à arriver jusqu'en quart de finale. Ils s'inclinent face à, quand même, justement, la grande Angleterre. Mais voilà, Angleterre-Ukraine, au niveau effectif, il n'y a pas photo. Donc, je ne sais pas. Je pense que l'Ukraine peut encore créer la surprise exactement comme ils ont fait à l'Euro. Maintenant, il va falloir voir. Tout peut arriver. Mais je vois quand même l'Angleterre être premier. Mais l'Iran, les États-Unis et l'Ukraine, dans une certaine mesure, peut-être. Donc, pour moi, c'est le premier groupe de la mort. Ensuite, il y a le groupe C, le groupe de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, du Mexique et également de la Pologne, de notamment Robert Lewandowski. Là, les équipes que je vois passer, c'est l'Argentine, pour leur histoire, pour l'historique. Et peut-être aussi, je me dis, dans une certaine mesure, que ce sera la dernière Coupe du Monde de Lionel Messi. Donc, je l'attends au tournant et j'imagine que beaucoup d'autres personnes aussi attendent Lionel Messi au tournant. Il y a aussi dans cette équipe d'Argentine des joueurs comme Lautaro Martinez. Ils ont aussi un très bon gardien qui évolue à Aston Villa, si je ne me trompe pas. Ils ont aussi Angel Di Maria qui aussi peut-être va disputer sa dernière Coupe du Monde. Il y a aussi Henri Icardi, Leandro Paredes. Donc, beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain, mais aussi, comme j'ai dit, Lautaro Martinez de l'Inter. Donc, une Argentine quand même solide qui est champion de Copa América. Mais personnellement, je pense que c'est une Argentine qui va avancer masquée dans cette compétition. Dans le sens où s'ils doivent aller au bout, je pense qu'ils ont quand même l'effectif pour aller au bout, au moins en demi-finale. Mais je pense que même si c'est pour aller en demi-finale, elle va toujours avancer masquée. Elle va toujours avancer. Je ne pense pas que l'Argentine fait office de statut de grand favori, par contre. Je ne pense pas, mais quand même, elle a des ressources. Ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Maintenant, donc, l'Argentine, je la vois premier. L'Arabie Saoudite,
Personnellement, je n'ai pas trop suivi la campagne de l'Arabie Saoudite, mais dans ce groupe-là, je la vois clairement comme l'équipe la plus faible. Le seul résultat que je retiens pour l'Arabie Saoudite, c'était il y a quelques années, ils avaient fait 2-1 face à l'Allemagne. Donc c'est aussi une équipe qui est capable, d'une certaine mesure, peut-être s'ils sont dans un grand soir, de produire un certain résultat, on ne sait jamais. Mais je pense que si la logique est respectée, elle devrait terminer dernière du groupe. Juste derrière la Pologne, qui pour moi, je les vois quand même troisième. Pourquoi je vois la Pologne de Lewandowski troisième? Parce que justement, à part Lewandowski, à part Milik, peut-être aussi, Arkadiusz Milik, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, je ne vois pas, je ne vois pas je ne vois pas la Pologne vraiment passer par rapport au Mexique. Pourquoi? Parce que le Mexique allie à la fois l'expérience et la jeunesse. L'expérience de Héctor Herrera et de Guillermo Ochoa, mais aussi la jeunesse de quelqu'un comme Lozano. On se souvient de Lozano qui avait marqué face à l'Allemagne en 2018. Bon, là, peut-être il n'est plus forcément jeune. Mais il y a le jeune Diego Lainez, il joue au Betis Séville, qui lui, il est très prometteur. J'ai beaucoup suivi de ses matchs. Un ailier très virevoltant. Donc, pour ce côté un peu profondeur à la limite de l'effectif, je trouve que le Mexique a un petit avantage sur la Pologne. Ce qui fait que je pense qu'ils vont se qualifier deuxième, juste derrière l'Argentine. Mais encore une fois, tout est possible, évidemment. Le groupe D, c'est le groupe de la France, le groupe du champion du monde actuel. Ce groupe est composé de la France, du Danemark, de la Tunisie, et soit du Pérou, des Émirats arabes unis ou encore de l'Australie. Donc évidemment, dans ce groupe-ci, c'est la France que moi je vois clairement passer premier, parce que la France a un effectif très riche. Kylian Mbappé, évidemment, peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Karim Benzema, le meilleur attaquant. Bon, peut-être. Bon, le capitaine du Real Madrid, hein, déjà. On n'a pas à présenter le Real Madrid. Il y a aussi Paul Pogba, qui est excellent aussi en équipe de France. Antoine Griezmann, les frères Hernandez. Donc, voilà. Donc, il y a du monde. Il y a. Ce qui me plaît surtout, c'est que l'équipe de France, c'est qu'elle est capable, à partir de rien, de, de tout faire exploser en fait. C'est-à-dire que l'équipe de France peut se retrouver à un moment donné menée, mais juste parce qu'il y a tellement de talent, il y a tellement de force individuelle, il y a aussi Kingsley Coman, hein, tellement de force individuelle dans cette équipe, elle est capable de débloquer des situations comme ça. Ce qui fait que c'est un gros atout lorsque tu es face à une équipe qui va te proposer des dilemmes tactiques. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils vont rencontrer, la France va rencontrer le Danemark, que je vois aussi passer quand même deuxième. Pourquoi? Parce que le Danemark, c'est Christian Eriksen, c'est Kasper Schmeichel, Simon Kjær. Quoique, je trouve quand même que le Danemark commence un peu, l'effectif commence à vieillir. Mais tu as Kasper Dolberg, tu as Youssouf Poulsen aussi. Donc, il y a aussi un bel effectif au niveau du Danemark. Mais je parlais tout à l'heure d'équation tactique parce que c'est justement ce que la Tunisie va poser à la France. La Tunisie, c'est quelle équipe? C'est une équipe qui se qualifie quand même ces dernières années, commence à produire de bons résultats, que ce soit à la CAN ou en Coupe du Monde. Du moins, ils se qualifient à la Coupe du Monde et à la CAN, c'est pas si mal. Justement, la dernière CAN au Cameroun, la Tunisie a eu l'honneur de battre le Nigeria. Le Nigeria qui était considéré clairement hein, par quasiment tous les observateurs comme la meilleure équipe de la phase de poule. Mais voilà, la Tunisie a réussi à faire déjouer le Nigeria. Et même pour se qualifier à la Coupe du Monde, elle a réussi à faire quand même déjouer aussi le Mali. Le Mali qui était quand même sur l'une de ses meilleures générations. Ce qui fait que finalement, mon classement, je me dis, ce sera France, Danemark, Tunisie et peut-être le Pérou, les Émirats arabes unis ou Australie parce que je pense que quand même au niveau effectif, c'est quand même, on va dire, un grade en dessous des autres. Mais comme j'ai dit, si la Tunisie peut aussi, je pense que la Tunisie peut aussi peut-être se qualifier dans une certaine mesure si elle arrive à faire un bon résultat face à l'équipe de France. Et ensuite, donc, victoire au match nul. Et ensuite, il va falloir à tout prix battre le Danemark. Parce que je pense que le match face à l'Australie, au Pérou, aux Émirats arabes unis,
c'est largement à la portée de la Tunisie finalement. Le groupe D, je ne le qualifierais pas tant que ça de groupe de la mort parce que je vois quand même la France et le Danemark vraiment véritablement passer, sauf surprise majeure. Par contre, le groupe E, lui, par contre, c'est le groupe de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui contient l'Espagne de Luis Enrique, l'Espagne aussi de Unai Simons, de Gavi, de Pedri, des cadres comme Busquets, Jordi Alba, Azpilicueta. Donc l'Espagne est riche en effectifs. L'Espagne, c'est aussi une équipe qui renaît de ses cendres, qui retrouve en fait cette identité-là, cette capacité-là justement à gagner les matchs et non pas seulement à faire le beau jeu. Donc l'Espagne, pour moi, ça c'est une équipe franchement que j'attendrais aussi au stade de demi-finaliste. Franchement, je pense que elle a justement, elle est, comment je vais dire ça? Elle est en train de renaître en fait. Évidemment, il y a soit le Costa Rica, la Nouvelle-Zélande. Moi, je pense que, bon, peu importe quelle équipe va se qualifier entre ces deux-là, je pense que elle sera en grande difficulté parce qu'en face, il y aura l'Allemagne. L'Allemagne de Hansi Flick, l'Allemagne des cadres comme Neuer, Müller, évidemment, qui justement portent cette identité-là allemande. Mais il y a aussi d'excellents milieux, Toni Kroos, Goretzka. Donc l'Allemagne qui est évidemment, hein, l'ossature de l'Allemagne, c'est le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est actuellement premier de Bundesliga, qui sur ces dernières années a quand même réussi à gagner la Ligue des Champions en 2020, justement avec Hansi Flick. Donc le coach qui est actuellement là, le sélectionneur allemand actuellement, connaît déjà personnellement les joueurs de cette équipe allemande, du moins les cadres de cette équipe allemande, puisqu'il les a déjà entraînés. Ils ont réussi à gagner tous les titres cette saison-là. Donc cette Allemagne-là, elle est en train de renaître aussi de renaître cette cendres parce que rappelons qu'en 2018, c'était carrément un fiasco. Et en 2000, à l'Euro, là, en 2021, voilà, l'Allemagne perd en huitième de finale face à l'Angleterre. Oui, c'était à Wembley, mais en même temps, on ne fait pas une superbe phase de groupe. Donc, du coup, voilà, c'est un peu moyen. Joachim Löw est parti, il a démissionné. Donc, désormais, c'est Hansi Flick qui était son assistant en 2014 lors de la victoire de l'Allemagne au Brésil. Ce qui fait que j'oublie aussi de nommer que désormais l'Allemagne peut compter sur quand même une jeunesse assez prometteuse. Leroy Sané, Timo Werner, Kai Havertz aussi, qui est très bon. Donc ces trois-là sont en voie du lourd. Il y a aussi Serge Gnabry, à chaque fois que je l'oublie. Donc cette Allemagne-là a aussi ses armes. Mais par contre, il faudra faire très attention au Japon. Parce que le Japon, ça, c'est une équipe assez vicieuse. C'est une équipe qui sait faire déjouer les grands. Elle a failli faire déjouer la Belgique en 2018. Sauf que la Belgique, finalement, est revenue. Hein. La Belgique était menée 2-0 à la mi-temps. Durant la deuxième mi-temps. Et elle a réussi à enchaîner 3 buts. Donc en une mi-temps, on a eu 5 buts. 2 du Japon et ensuite 3 de la Belgique. Donc la Belgique, n'eût été ce coup de force-là, aurait été éliminé par le Japon. Donc le Japon, c'est surtout pas une équipe à négliger. C'est aussi un géant d'Asie, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que je qualifie ce groupe-là de groupe de la mort. Parce qu'il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne et il y a le Japon qui est un géant d'Asie. Donc voilà, c'est surtout pas à négliger. Pour le Japon, leur joueur phare. Avant, je crois, il y avait Shinji Kagawa, il y avait aussi Honda. Je ne sais plus s'il joue toujours. Bon, sinon, il y a aussi des joueurs un peu, bon, peut-être un calibre un peu plus bas. Il y a Hiroki Sakai, il y a Nagatomo. Mais celui que je retiens, surtout celui qui m'a le plus marqué lors du match face à la Belgique, c'était Takushi Inui. C'est un joueur très virevoltant. Il est petit, très technique, donc très fin dans les petits espaces. Donc, je pense que le Japon peut aussi poser des problèmes face à l'Allemagne et face à l'Espagne. Maintenant, quel classement je donnerais? Évidemment, moi je pense que l'Espagne peut terminer premier de ce groupe parce que l'Espagne, pour sa régularité, n'oublions pas qu'ils sont avec à peu près le même groupe. Hein. Ils sont finalistes olympiques, demi-finalistes de l'Euro et finalistes de la Ligue des Nations. Donc l'Espagne vraiment produit des résultats et je pense que justement elle peut arriver en demi-finale. Et l'Allemagne, maintenant, je pense que l'Allemagne va terminer deuxième. Donc, Espagne premier, Allemagne deuxième.
et Japon troisième et Costa Rica ou Nouvelle-Zélande quatrième. C'est un petit peu comme ça que moi je vois les choses. Quoique je pense que le Japon, justement, pourrait déranger un des deux. Donc le Japon pourrait s'immiscer en fait et défier un petit peu la logique. Donc peut-être l'Espagne ou l'Allemagne pourraient rentrer, mais c'est très peu probable à mon avis. Je pense que les deux, pour le projet qu'ils sont en train de construire, vont quand même se qualifier. Donc ça, c'est vraiment le groupe de la mort. Ensuite, il y a le groupe F, la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. La Belgique, qui évidemment contient la génération dorée des Hazard, Lukaku et De Bruyne. Ça, c'est vraiment les trois piliers offensifs, si on veut, de cette équipe de Belgique. Et là, de quoi fait peur? C'est une équipe qui est restée pendant longtemps premier au classement FIFA. Actuellement, elle est deuxième. Elle a été dépassée récemment par le Brésil. Donc, c'est toujours une équipe à craindre. C'est aussi une équipe. Je trouve quand même que la Belgique, c'est vrai qu'en 2018, elle fait sa meilleure performance en Coupe du Monde. Mais je trouve qu'il y a quand même un goût d'inachevé. Justement, à cause de la Ligue des Nations, notamment, où elle se fait éliminer en demi-finale par la France, comme en Coupe du Monde. Mais surtout à l'Euro, où elle se fait éliminer par l'Italie. Donc, ce qu'on peut remarquer ces trois compétitions, c'est que l'équipe qui a réussi à battre la Belgique a été championne. Donc, c'est juste pour vous donner un indice de la qualité qu'il y a dans cette équipe. Donc, c'est surtout pas une équipe à négliger. Ça aussi, c'est une équipe que j'aimerais beaucoup voir en demi-finale. Pourquoi pas en finale aussi. Donc, la Belgique sera très attendue. Et évidemment, je pense que dans ce groupe-ci, elle peut largement terminer premier. Seulement, je trouve que l'effectif de la Belgique, il commence aussi à être un petit peu vieillissant. Ils sont plus trop de la force de l'âge comme en 2018, mais je pense qu'il y a quand même encore de la qualité de la ressource pour aller chercher le résultat et au moins la première place du groupe. Le Canada maintenant, le Canada, première participation depuis 1986. Ce Canada, assez surprenant, ils ont terminé premier dans leur zone de qualification, devant notamment les États-Unis et le Mexique et le Costa Rica. Donc, on comprend justement que ce Canada commence déjà à avoir une certaine identité de jeu. N'oublions pas aussi de mentionner que c'est le prochain hôte, parce que la prochaine Coupe du Monde en 2026, ça allié au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Donc, c'est déjà bien qu'ils puissent se qualifier à la Coupe du Monde d'avant celle qu'ils vont recevoir. Ça montre quand même déjà qu'il y a eu un bon investissement au niveau du football. La MLS commence à être de plus en plus relevée, le niveau commence à être de plus en plus bon. Sinon, le Canada, c'est l'équipe de Jonathan David, de Kyle Larin, Jonathan Osorio, si je ne me trompe pas, et évidemment du latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies. Il y a également le Maroc. Le Maroc, équipe, équipe que personnellement j'aime beaucoup voir jouer parce que c'est très technique, c'est très, notamment avec Sofiane Bouffal. Mais le Maroc, je ne sais pas comment la positionner, trop comment la positionner. Parce qu'évidemment, le Maroc, actuellement, pour l'instant, il ne sélectionne pas des joueurs comme Masraoui, comme Hakim Ziyech. Après, on verra ce que ça donne. Mais moi, personnellement, j'aimerais beaucoup voir cette équipe du Maroc un peu plus, comment dire, avec tous les éléments, avec ses meilleurs éléments, quoi. C'est-à-dire que ce serait quand même assez, assez beau à voir, le Ziyech ou Mazraoui, ou je crois que c'est Harit aussi, jouer avec cette équipe du Maroc, revenir dans cette équipe du Maroc, parce que je trouve qu'ils ont quand même cette capacité-là à déranger les grands. Ils l'ont fait en 2018. Ils étaient dans un groupe qui était avec l'Iran, le Portugal et l'Espagne, donc c'est pas rien. Et là encore, ils sont ensuite dans un groupe assez relevé. Donc moi, je dis autant avoir les meilleures armes. Après, c'est le sélectionneur Vahid Halilhodžić qui va décider. Rappelons quand même que le Maroc, fait pas non plus, fait une assez bonne campagne de qualification. Ils font 1-1 à l'aller et 4-1 au retour face à la République démocratique du Congo. À la CAN, c'est un petit peu plus mitigé parce qu'on attendait quand même le Maroc en demi-finale. Mais le Maroc s'incline face à l'Égypte après prolongation 2-1, après avoir mené sur pénalty de Sofiane Bouffal, justement. Donc, du coup, ce qui fait que le Maroc, c'est une équipe qui, sur le papier, elle est très forte, mais par contre, elle a
souvent tendance aussi un petit peu à décevoir. Mais moi, je préfère me garder une petite réserve parce que je me souviens de Vahid Aizogis, ce qu'il a fait avec l'équipe d'Algérie. Il a quand même réussi à le qualifier pour le second tour. Donc, euh, donc c'est ça. La Croatie maintenant, la Croatie de Luka Modric, de Ivan Perisic, Rakitic, bon, tout ce qui finit en itch. Oh, non, je rigole. Mais plus sérieusement, cette Croatie-là, moi je trouve que c'est quand même une Croatie assez vieillissante. Je veux dire, Modric, Rakitic. Bon, là, Mandzukic est parti en plus. Donc, ce qui fait que, personnellement, oui, la Croatie est allée en finale de 2018. Mais voilà, je ne pense pas que c'est une équipe qui a pu vraiment tenir sur la durée. Ce qui fait que dans ce groupe-ci, je pense que la Belgique va terminer première. Le Maroc va se qualifier, il va terminer deuxième. Le Canada va terminer troisième et la Croatie va terminer quatrième. Pourquoi je pense que la Croatie va terminer quatrième? Tout simplement parce que justement, elle n'a plus, il y a plus de jeu, quoi. Je ne vois pas vraiment une Croatie très entreprenante. C'est pas pour forcément les sous-estimer, mais voilà, c'est mon ressenti. Je trouve que par rapport aux autres équipes qui ont justement la force de la jeunesse dans les jambes, rappelons quand même que le Maroc a un effectif assez plutôt jeune aussi. Le Canada, pareil. Donc, voilà. Donc, je pense que Belgique premier, Maroc deuxième, Canada troisième et Croatie quatrième. Ce sera ça mon classement. Mais je risque forcément d'avoir des surprises hein, parce que ça, c'est le deuxième groupe de la mort, le groupe F. Ensuite, il y a le groupe G, le groupe du Brésil, de la Serbie, de la Suisse et puis du Cameroun. Évidemment, le Brésil, on ne présente plus le Brésil. 5 Coupes du Monde au total. L'équipe la plus titrée dans cette Coupe du Monde. L'équipe aussi qui a le plus participé à la Coupe du Monde. Donc, on va retrouver le Brésil. Un Brésil qui... comment je vais qualifier ça? Qui a plusieurs stars, mais plusieurs stars montantes. Que ce soit Lucas Paqueta à Lyon ou Anthony à l'Ajax. Ils ont beaucoup de ressources, évidemment, comme d'habitude. Hein. Il y a beaucoup de Brésiliens hein, qui performent bien à travers la planète. Mais j'ai une petite retenue pour cette équipe du Brésil, dans le sens où j'aimerais beaucoup voir comment le sélectionneur va faire pour articuler tout ça, pour que la sauce prenne autour du collectif. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'individualités, mais il va vraiment falloir que ça prenne autour du collectif. Mais à l'instar des sélections comme l'Espagne, je trouve que le Brésil, ils ont l'avantage d'avoir l'expérience de Thiago Silva, de Marquinhos, et la jeunesse de quelqu'un comme Anthony, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, j'ai oublié de le citer, ou encore Rodrigo aussi. Sinon, même Militao, hein, quand même, c'est aussi lourd. C'est pas forcément l'expérience, mais voilà, niveau rendement à son poste, c'est plus que satisfaisant. Il y a la Serbie que j'aime beaucoup aussi. Il y a notamment le joueur de l'Ajax Amsterdam, hein. Comme je disais tout à l'heure, j'aime beaucoup l'Ajax. Dusan Tadic. Sinon, il y a aussi le Turinois, celui qui joue à la Juventus de Turin, Dusan Vlahovic, si je ne me trompe pas. Sinon, il y a Sergej Milinkovic-Savic, enfin, je ne sais pas si je le dis bien. Lui, je crois qu'il joue à la Fiorentina, si je me trompe. Toujours en Italie, ça c'est sûr. La Lazio, si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc l'équipe de Serbie qui a forcément un effectif qui peut déranger. Rappelons quand même que Brésil-Serbie, je crois qu'ils s'étaient déjà croisés en 2018, donc c'est quand même des équipes qui, euh, on va dire qu'ils se connaissent un peu. Hein. Sinon, il y a l'équipe de la Suisse qui avait éliminé la France dans un scénario complètement, euh, comment je vais dire ça, pas stratosphérique, mais complètement démentiel en fait. Parce que la France menait 3-1 et je crois qu'il restait 10 minutes et après ils ont remonté pour ensuite gagner au tir au but. Donc la Suisse qui a quand même un effectif assez riche. Granit Xhaka, le gardien c'est Yann Sommer. Il y a aussi Akanji en défense, Mbolo sur le côté, Ruben Vargas. Donc quand même Xherdan Shaqiri aussi. Donc quand même un effectif plutôt expérimenté plutôt aussi assez fourni, assez garni. Et finalement, il y a le Cameroun. Le Cameroun, une nation qu'on ne présente plus, c'est tout simplement l'équipe africaine qui a le plus participé à la Coupe du Monde.
Quand on parle du Cameroun, on pense forcément à la génération 90 de Roger Mila. On pense aussi à Samuel Eto'o, qui est désormais le président de l'Africa Foot. Donc, et aussi le Cameroun, les circonstances de leur qualification à la Coupe du Monde. Ils se sont qualifiés à la dernière minute à l'extérieur. Ils ont gagné en Algérie, et dans un stade où apparemment l'Algérie n'avait plus perdu depuis longtemps quand même. Donc, le Cameroun s'est qualifié contre toute attente. Et j'ai envie de dire c'est aussi un petit peu ça la marque de fabrique du Cameroun, parce que qui les attendait en 1990? Voilà. Donc, ce qui fait que pour moi, dans le classement dans ce groupe, je vois le Brésil premier. Et j'ai envie de m'oser en disant le Cameroun deuxième. Pourquoi le Cameroun deuxième? Parce que je trouve que avec l'avènement de Samuel Eto'o en tant que président, il y a aussi la nouvelle nomination d'Eric Robertson, un ancien aussi de l'équipe du Cameroun en tant que sélectionneur. Je pense que le Cameroun a quand même cette capacité-là de nous refaire rêver, de porter en elle, comme elle a fait pendant beaucoup d'années, les espoirs de l'Afrique en Coupe du Monde. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je trouve que au niveau du Cameroun, ça va beaucoup mieux par rapport aux autres années. Mais aussi, ce qu'il faut dire sur cette équipe du Cameroun, c'est qu'elle sort de sa CAN où elle a été quand même troisième. Bon, ce n'est pas forcément le résultat qui a été attendu. Mais voilà, le Cameroun, c'est une équipe qui est en train de renaître de ses cendres. Elle est en train clairement de monter en puissance, parce que l'équipe qu'elle sort au barrage, c'est quand même l'Algérie. L'Algérie de Belmadi qui, pendant 2 ou 3 ans, a régné sur le continent africain. 35 matchs d'invincibilité. Le Cameroun a quand même sorti euh, un géant en Afrique, qui est l'Algérie. Mais aussi, je trouve que le Cameroun en soi euh, a, a été capable de répondre présent dans des moments où on ne l'attendait pas forcément. C'est ça que le Cameroun a fait. Dans le sens où même lors des qualifications, le Cameroun a réussi à sortir la Côte d'Ivoire, alors que la Côte d'Ivoire avait l'avantage. Donc le Cameroun, dans les grands matchs, a montré qu'ils sont capables de répondre présent. Ils ont montré aussi que c'est dos au mur qui sont le plus forts. Et moi, je me dis, dans un groupe où tu as le Brésil, tu as la Suisse, tu as la Serbie, je pense que c'est un groupe, ils ne sont pas forcément dos au mur, mais ce n'est pas non plus un groupe facile non plus. De toute façon, dans la Coupe du Monde, rien n'est facile. Mais je pense que le Cameroun a quand même la possibilité de se qualifier pour ce tour-ci. Et pourquoi pas, je me risque vraiment. Je pense que le Cameroun a la capacité de battre cette équipe du Brésil. Ne me demandez pas comment, je ne pourrais pas vous dire, parce que le Brésil, quasiment en tout point, dépasse l'équipe du Cameroun. Mais je pense que ce Cameroun a la capacité de créer la surprise. Et c'est pour ça que je dis que le Cameroun peut battre le Brésil, mais peut-être au niveau des buts marqués, etc., va quand même euh, va quand même terminer deuxième. Je vois quand même le Brésil terminer premier. Mais on ne sait jamais. Peut-être même le Cameroun va terminer premier de ce groupe. Ensuite, je pense qu'entre la Serbie et la Suisse, je vois la Suisse quand même terminer un petit peu devant la Serbie. Donc, le résultat de ce groupe, c'est vraisemblablement Brésil premier, Cameroun deuxième, Suisse troisième et Serbie quatrième. Donc, ça, c'était le groupe G. Ce groupe-ci, c'est quand même un groupe aussi de la mort. Peut-être pas dans la même mesure que le groupe E ou le groupe F, mais peut-être un peu plus similaire au groupe B, je trouve. Finalement, il y a le groupe H du Portugal, de Cristiano Ronaldo, du Ghana, de Jordan Ayew et de Thomas Partey, l'Uruguay de Cavani et de Suarez, la Corée du Sud de Son Heung-min. Donc là, on a un groupe assez homogène. On a un groupe, donc on a une équipe européenne, africaine, sud-américaine et asiatique. Ce qui fait que on aura forcément de beaux matchs. Mais évidemment, on voit quand même le Portugal se qualifier, parce que justement, ce serait un peu pour la même situation que l'Argentine. Ce sera possiblement la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Mais je trouve que le Portugal, globalement, ils ont un effectif beaucoup plus renforcé, beaucoup plus solide qu'à la dernière Coupe du Monde. João Félix, Nuno Mendes, Pepe, bon, même si ça, c'est des gens un peu plus âgés, qui seront plus là pour l'expérience. Fonte, j'en oublie certains. Bernardo Silva, Bruno Fernandes,
Danilo Pereira, euh, Rafael Guerrero, donc c'est du solide. Et évidemment, Rui Patricio dans les buts, sinon dans une moindre mesure, Anthony Lopez. Donc le Portugal a l'un des meilleurs effectifs selon moi. Et je trouve aussi que le Portugal, ils ont cette capacité-là justement à se qualifier sans forcément être bon. Et je le dis pourquoi? Parce que c'était comme ça en 2000, en 2021, à l'Euro 2021. Mais surtout à l'Euro 2016, où ils se sont qualifiés sans avoir gagné de match. Ils ont fait que des matchs nuls. Ils ont terminé meilleur troisième. Et finalement, ils ont réussi à l'emporter. Et le seul match qu'ils gagnent dans le temps réglementaire, c'est en demi-finale face au Pays de Galles, où ils gagnent sur le score de 2-0. Finalement, il y a aussi le Ghana qui s'est qualifié contre toute attente. Hein. Ils ont éliminé le Nigeria au Nigeria à Abuja. Ce qui fait que moi, cette équipe du Ghana, honnêtement, je n'ai pas forcément d'attente. Mais je pense que c'est une équipe qui pourra, dans une certaine mesure, monter en puissance. On verra ce que ça va donner. Mais voilà, je ne me risque pas trop au niveau du Ghana. Parce que déjà, dans ma tête, je pensais que c'était le Nigeria qui allait passer. Donc, on ne sait jamais. Surtout que le Ghana aussi et le Portugal, ils se connaissent très bien. Ils se sont été rencontrés en 2014. Le Portugal avait gagné difficilement 2-1. Mais donc voilà. Il y a l'Uruguay aussi. L'Uruguay de Cavani, de Suarez et de Valverde aussi, notamment Diego Godin aussi. Bon, je trouve que cette équipe d'Uruguay, c'est quand même une équipe plutôt vieillissante. Parce que c'est quand même, je pense que Diego Godin, Luis Suarez et peut-être dans une certaine mesure Edison Cavani, ce sera peut-être leur dernière Coupe du Monde. En tout cas, on verra. Sinon, il y a la Corée du Sud, Son Heung-min, la Corée du Sud qui avait battu l'Allemagne en 2018, notamment, avait carrément éliminé l'Allemagne. Je me souviens, ils avaient célébré alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas qualifiés. Euh, donc, c'est pour vous dire, ça témoigne de cette capacité, de la capacité de la Corée du Sud à créer aussi la surprise. Donc, du coup, dans ce groupe-ci, je trouve que c'est un groupe plutôt assez homogène. Je vois quand même le Portugal se qualifier. Mais après, entre le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud, c'est un match beaucoup plus ouvert. C'est beaucoup plus flou à ce niveau-là. Donc, mais je pense quand même que la Corée du Sud pourrait se qualifier. Justement parce que l'Uruguay, leur effectif est un petit peu trop vieillissant. Et le Ghana, voilà, c'est un effectif beaucoup trop incertain. Je n'ai pas vraiment détecté un fond de jeu propre dans cette équipe du Ghana pour l'instant. On verra dans les matchs de préparation. Mais j'ai aussi hâte de voir Ghana-Uruguay parce que c'est un remake du quart de finale de 2010 et où il y avait justement eu la main de Luis Suarez qui finalement a permis à l'Uruguay de se qualifier. Hein. Il s'était sacrifié pour son équipe. Sinon, bon, il y a Portugal-Ghana. J'ai hâte de voir comment Son Heung-min va porter son équipe à cette Coupe du Monde-ci. Donc là, on a fait tout le tour des groupes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est votre équipe préférée, quelle équipe vous supportez, pour vous, bon, vos pronostics pour n'importe quel match. Pour vous, quel est le groupe de la mort et quel groupe vous pensez, quelle équipe vous pensez qui va gagner cette Coupe du Monde? Si je sais que c'est un petit peu tôt pour se prononcer, mais voilà. N'hésitez pas à vous risquer. En tout cas, pour ma part, j'ai pris un plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. C'était Jordan de la Holy Team. Ciao.